Le Millennium Challenge Corporation, MCC, a rendu public la carte des scores comptant pour l'année 2024. Cette fois-ci, le Togo a validé 16 indicateurs sur les 20, un score en évolution par rapport aux années antérieures. Le Togo vient d'enregistrer un score historique parce qu'il a validé 16 indicateurs sur 20 et ceci traduit la vision, la volonté politique et l'engagement au plus haut niveau. Le MCC évalue les pays dans 3 catégories d'indicateurs. La première catégorie, c'est la liberté économique. La deuxième catégorie, c'est la promotion de la bonne gouvernance. Et la troisième catégorie, c'est le renforcement de l'investissement dans le capital humain. Cependant, des efforts restent à faire pour valider les indicateurs toujours au rouge. Selon le porte-parole de la coordination MCC, les réformes et les dépenses engagées dans ces catégories permettront au Togo de valider les autres indicateurs l'année prochaine. Lorsque nous regardons les 4 indicateurs qui sont au rouge, notamment la politique budgétaire, les droits politiques, les dépenses dans la santé et la santé infantile, nous avons une bonne marge de manœuvre, surtout sur les droits politiques, la politique budgétaire et les dépenses de la santé, et nous pourrions éventuellement, en tout cas, conserver l'acquis des 16 indicateurs et aussi aller chercher les 3 autres indicateurs supplémentaires pour être à 19 indicateurs sur 20 éventuellement en 2026. Depuis l'adhésion du Togo au Millennium Challenge Corporation en 2014, le pays n'avait validé que 5 indicateurs sur les 20. En 2023 et 2024, il n'avait validé que 14 indicateurs. Cette année, il a validé 2 indicateurs de plus. « 711 milliards de francs CFA, c'est la valeur totale qu'ont atteint les transactions monétiques au Togo en 2023. Ceci a été révélé par un récent rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, intitulé « Tableau de bord de la monétique régionale dans l'UEMOA ». Ce rapport fait la lumière non seulement sur l'évolution globale de l'activité monétique régionale dans la zone UEMOA de l'année 2019 à 2023, mais aussi sur l'évolution de l'activité monétique par pays. Si la valeur totale des transactions monétiques qui regroupent les échanges faits via des outils électroniques est de 711 milliards de francs CFA, il faut retenir que ce montant est la somme de 7,95 millions d'opérations. Les opérations les plus importantes sont les retraits d'argent. Elles atteignent 632 milliards de francs CFA. Ceci représente 88% des volumes échangés en 2023 au Togo. Il faut savoir que ces 88% des volumes échangés ont été réalisés par le biais des distributeurs automatiques de billets ou encore d'autres moyens de retrait électronique. Les transactions de paiement faites par carte bancaire ou par portefeuille électronique sont élevées à 78 milliards de francs CFA, soit un pourcentage de 10,9% des échanges. Représentant la plus faible proportion, les transactions de cash advance, qui correspondent aux avances reçues par le biais des cartes bancaires, sont de 362 millions de francs CFA, qui équivaut à 1% des volumes échangés sur l'année 2023, selon le rapport Tableau de bord de la monétique régionale dans l'UEMOA à fin 2023. Entre suspension d'enseignants moins qualifiés, redéploiement du personnel enseignant et des remises à niveau de certains enseignants, l'éducation togolaise est en train de connaître un tournant vers une qualité de l'enseignement dans les établissements privés. Conformément à la feuille de route 2020-2025, le ministère en charge de l'éducation met plusieurs mesures en place dans les écoles publiques pour relever le niveau de la qualité de l'enseignement au Togo. Dans ce même sens, un appel a été lancé aux établissements d'enseignement privé du primaire et du secondaire de suivre le pas sous la supervision des autorités compétentes. Si des questions sur la qualité du personnel enseignant dans les établissements privés se posent, il faut retenir que certains établissements privés ont suspendu des enseignants de leurs établissements pour manque de diplôme professionnel ou académique requis. Après une visite de la DRE, un enseignant a été suspendu de son établissement pour insuffisance de niveau d'études. Ceci a été fait conformément à l'article 28 de l'arrêté 2021 qui stipule que le personnel enseignant des établissements scolaires ou des centres de formation privés, laïques ou confessionnels est recruté suivant les degrés, domaines et spécialités d'enseignement ou de formation parmi les diplômes professionnels ou académiques requis.
Partout dans le monde, ils sont les premières victimes des guerres et des crises multiples qui secouent notre époque. Eux, ce sont les enfants. Qu'il s'agisse de Gaza, de l'Ukraine, de la Russie, d'Israël, du Liban ou encore du Soudan et de la RDC, être enfant signifie aujourd'hui survivre, s'adapter et grandir dans un environnement marqué par la peur et l'insécurité. En 2023, l'UNICEF estimait que 460 millions d'enfants vivaient dans des zones de conflit. Entre autres au Soudan, des milliers d'entre eux, séparés de leurs familles, survivent dans des camps surpeuplés où nourriture, eau potable et éducation sont rares. En RDC, plus de 4 millions d'enfants figurent parmi les 7 millions de personnes déplacées par le conflit, contraintes d'abandonner leur école et se retrouvant dans des situations précaires. En Ukraine, après plus de 1000 jours de guerre, au moins 2406 enfants ont été tués ou blessés, soit 16 victimes chaque semaine. À Gaza, les conflits récurrents ont privé des milliers d'enfants d'une enfance normale. Ils grandissent dans un environnement marqué par la destruction de leurs maisons, la perte de leurs proches. Les conséquences de ces conflits ne se limitent pas aux pertes humaines. Ces enfants subissent des traumatismes psychologiques perturbant leur développement et compromettant leur avenir. Pourtant, des cadres internationaux, comme la Convention relative aux droits de l'enfant, sont censés garantir leur protection. Dans la réalité, ces tests peinent à être appliqués, faute de volonté politique des États impliqués. La Journée mondiale de l'enfance, célébrée chaque année le 20 novembre, rappelle l'urgence d'agir. Gouvernements, organisations internationales et sociétés civiles doivent garantir aux enfants des opportunités d'éducation, de soins et de réhabilitation. Sauvegarder leur enfance, c'est préserver leur avenir et celui de l'humanité tout entière. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, est arrivée ce vendredi à Goma pour une mission d'évaluation de l'état de siège en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cette mesure exceptionnelle mise en place par le président Félix Tshisekedi il y a plus de 3 ans et demi visait initialement à rétablir la sécurité dans ces régions en proie à des violences persistantes. Cependant, son efficacité fait l'objet de vives critiques. Comme vous le savez, l'année dernière, le président a pris une ordonnance avec des mesures d'atténuation par rapport à l'état de siège. C'est vrai que toutes les mesures d'application n'ont pas été mises en place et donc c'était important pour nous de venir, de discuter avec les forces vives de la province et de pouvoir voir est-ce qu'il y a des éléments nouveaux pour voir comment on va assurer l'application de ces mesures-là ou aller un peu plus loin par rapport à ce qui avait déjà été prévu. À son arrivée à Goma, la première ministre a été confrontée à une manifestation de jeunes exprimant leur mécontentement face à l'état de siège. Fiston Kakoulé, un jeune habitant de Goma, exprime sa désillusion face à l'état de siège. Le président de la République avait déclaré qu'il instaurait l'état de siège pour établir l'autorité de l'État et traquer les rebelles. Mais étant donné que Goma est toujours encerclé par ces groupes, nous ne voyons pas l'utilité de cette mesure. Dans ce camp de déplacés, Sifa Boma partage son désespoir et son manque de confiance envers les autorités. Pour elle, l'état de siège en vigueur a clairement montré ses limites. Depuis qu'il a été instauré, nous n'avons vu aucun résultat concret. En tant qu'habitants qui souffrent dans les camps de déplacés, nous demandons qu'il soit levé. On a mis un gouverneur militaire, mais nous ne voyons aucune action significative de sa part. En août 2023, le président Félix Tshisekedi a annoncé des mesures d'allègement concernant l'état de siège. Cependant, ces mesures n'ont pas apaisé les critiques sur son efficacité. Freeman Mbowe, figure clé de l'opposition tanzanienne, est libéré sous caution. Arrêté il y a quelques jours, il a retrouvé la liberté ce samedi. Il devra toutefois se présenter à une nouvelle convocation policière le 29 novembre. Mbowe et d'autres responsables avaient été arrêtés après un rassemblement dispersé par des gaz lacrymogènes. Certains membres de son parti, le Chadema, sont encore en détention. Les élections locales du 27 novembre, un test avant la présidentielle de 2025, se déroulent dans un climat tendu. Le Chadema dénonce des tentatives de sabotage qui incluent l'arrestation de ses membres et l'exclusion de nombreux candidats.
Freeman Mbowe accuse également les autorités de vouloir affaiblir son parti. De l'autre côté, la présidente Samia Suluhu Hassan, critiquée pour un retour à la répression, est accusée de ne pas tenir ses promesses de réforme. Ces actions remettent en question l'espoir qu'elle avait suscité depuis son arrivée au pouvoir en 2021. Les propos d'Emmanuel Macron tenus lors du G20 ont provoqué une vive indignation en Haïti. Ces déclarations, enregistrées dans une vidéo diffusée jeudi, accusent les Haïtiens de transformer leur pays en narco-État et qualifient le Conseil de transition de parfait imbécile. Permettez-moi l'expression, c'est du grand n'importe quoi. Emmanuel Macron doit revoir sa façon de penser les Haïtiens. Les Haïtiens ne sont pas des animaux, comme ils le pensaient autrefois à l'époque de l'esclavage. Des figures de la société civile haïtienne dénoncent un mépris total et une ingérence dans les affaires d'Haïti, comme Camille Chalmer, économiste. Indignation, beaucoup d'indignation, parce que manifestement, c'est un mot grossier qui montre une ignorance totale de l'histoire et aussi une ingérence. Le président n'a pas le droit de dire cela sur un autre pays. C'est une démonstration claire de mépris et d'arrogance coloniale envers Haïti et nous ne pouvons pas l'accepter. Pour l'économiste, ces propos rappellent les responsabilités historiques de la France envers Haïti, notamment sur la rançon de l'indépendance. Non seulement ils ont une responsabilité historique de réparation et de restitution en lien avec la rançon pour l'indépendance, mais ils ont aussi une part de responsabilité dans la situation chaotique que vit Haïti aujourd'hui. Ces réactions s'ajoutent à la crise politique actuelle en Haïti, marquée par l'instabilité, la violence des gangs et une transition démographique incertaine. À la COP29 de Bakou, une proposition de financement climatique divise. Les 250 milliards de dollars promis par les nations riches d'ici 2035 sont jugés insuffisants par les pays en développement. Beaucoup dénoncent une offre largement en dessous des besoins réels. Nos attentes étaient faibles, mais c'est une gifle. Aucun pays en développement n'acceptera cela. Nous avions besoin d'un objectif ambitieux de financement climatique répondant aux besoins des pays en développement. Et ce qu'on nous propose représente 1/5 de ce que ces pays ont demandé. Allons-nous nous contenter d'1/5 des ambitions que les pays en développement peuvent offrir? Bien sûr que non. Cela ne sera accepté par personne. Les 250 milliards proposés incluent des prêts, une option qui risque d'aggraver la dette des nations déjà fragiles financièrement. J'imagine qu'il y aura beaucoup de mécontentement concernant ce texte. La question sera de savoir s'il existe une possibilité pour les pays développés d'augmenter la somme mise sur la table. Depuis le début, la COP29 est centrée sur le financement climatique. Ce soutien vise à couvrir les pertes liées aux catastrophes. « 2024 est désormais l'année la plus meurtrière pour les travailleurs humanitaires. Ces victimes, souvent en mission d'aide, incluent majoritairement des employés de l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. À Gaza, plus de 320 humanitaires ont été tués, des pertes qui s'ajoutent à un bilan mondial record. La guerre à Gaza augmente le nombre de décès parmi les travailleurs humanitaires, avec plus de 320 membres du personnel humanitaire tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Beaucoup ont été tués en mission alors qu'ils apportaient une assistance humanitaire. Et comme vous le savez, la plupart des victimes étaient des employés de l'Office. Il y a également des niveaux élevés de violence, de kidnapping, de blessures, de harcèlement et de détention arbitraire signalés en Afghanistan, au Soudan et en Ukraine, entre autres. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires rapporte un total de 281 décès de travailleurs cette année, un record mondial. La majorité sont des employés locaux, notamment dans les territoires palestiniens occupés.